C'est tout de suite sur les 100 ans de la marque Lancia. Et bien tout de suite un petit retour. Le sujet est signé Clément Meunier. Il nous fait un petit peu l'historique de cette très très belle marque transalpine. C'est parti. Quasiment jour pour jour, Lancia vient de fêter cette semaine un siècle d'existence. 100 ans au cours desquels le constructeur italien a connu succès, troubles, mais aussi beaucoup de joie, marquant la vie de la firme transalpine qui aura grandi au rythme de l'industrie auto et de ses évolutions. À l'origine de cette épopée, l'ancien pilote et mécanicien en quête d'innovation Vincenzo Lancia, qui le 29 novembre 1906 transformait son nom en raison sociale, la société Lancia venait de naître. Si un incendie dès la première année ravageait les ateliers, il en fallait pourtant plus pour décourager le nouveau constructeur de sortir sa première voiture en la personne de la 12 HP, également désignée Alpha. Avec sa boîte 4 rapports fixés directement au moteur ou une pompe à eau centrifuge, un phénomène automobile était né. Un inventeur invétéré, c'est bien la caractéristique du natif de la vallée de Mastalone, qui ne cesse de créer, avec son complice l'ingénieur Aristide Faccioli, imaginant tous deux l'accélérateur à main sur la Beta, qui vaudra à la marque son logo en 1911. Si la Première Guerre mondiale oriente le secteur vers la production de blindés, les succès arrivent vite pour le jeune constructeur aux dents longues. La Theta ou 35 HP adopte l'électricité, révolue le temps du démarrage à la manivelle, et Lancia sont modernes. On retrouve sur cette auto novatrice des phares électriques et même un klaxon, histoire de montrer que Lancia veut faire du bruit. Le constructeur italien est audacieux. Après un moteur 12 cylindres imaginé en 1919, il renouvelle l'architecture de l'automobile avec la Lambda dès 1922. Sa monocoque propose une rigidité exceptionnelle et associée à des suspensions avant à roues indépendantes, un atout majeur qui explique notamment son succès en course lors des 24 heures de Spa en 1928. Boulimique de travail, Vincenzo Lancia est terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 56 ans, juste avant la sortie de l'Aprilia, petit chef-d'œuvre de 1937. La firme sera reprise par sa femme puis par son fils Gianni en 1948. Après 10 années difficiles et la Seconde Guerre mondiale ayant dévasté les ateliers Lancia, la Aurelia redonne au groupe l'ambition. Première voiture équipée d'un V6, les lanchistes apprécieront la conception sophistiquée de la version B10, devenant au fil du temps B21, symbolisée par des lignes épurées et sportives. Le coupé B20 sera lui aussi un modèle du genre, classe et agressif. Lancia accentue sa touche sportive, grappillant titre et hommage en atteignant déjà les 185 km/h. La Aurelia aura marqué son époque, à l'aise sur route et véritable GT à battre sur les rallyes. Elle se retire en 1958 par la Grande Porte en remportant le rallye de l'Acropole. Les lendemains seront alors plus difficiles pour Lancia et les petites dernières. La Flaminia désignée par Pininfarina et la Flavia subissent une forte concurrence des Fiat 1800 et 2100 bousculant le marché. La Flavia sera rapidement évincée par la Fulvia en 1963 et son petit coupé aussi élégant que sportif qui devient très vite une référence. Pourtant les invendus s'accumulent et les ventes sur les marchés extérieurs sont en chute. En 1969, Lancia est en faillite et si Ford était durant un temps intéressé, c'est finalement Fiat qui reprend l'affaire amenant une prise de contrôle rapide et efficace. Après avoir mangé son pain noir, le constructeur se lance dans la compétition. Les rallyes lui permettent de retrouver son panache durant près de 30 ans. La Fulvia sonne le début d'une longue saga avec la version 1,6 litre de 1968. Une fois encore, l'originalité technique est au rendez-vous. Le 4 cylindres adopte une architecture en V et l'angle n'excède pas 13 degrés. Une nouvelle fois au bord du gouffre en 1972, avec un déficit énorme, Lancia se relève par l'innovation et la fameuse Stratos. Ces formes, tout droit venues d'un autre monde, n'ont laissé personne indifférent. Et la futuriste italienne remporte d'affilée 3 titres mondiaux et 4 Monte-Carlo en seulement 6 ans. L'époque est prolifique et très vite la Stratos, pourtant prévue pour la compétition, se retrouve également sous sa parure civile, amenant sur les routes un regain d'originalité. Moins extravagante mais sans doute plus sexy, l'Abarth finalement nommée 037 est une tueuse en compétition. Agile et surtout moins compliquée à conduire que sa grande sœur, elle remporte le Monte-Carlo dès sa première participation, avant de décrocher les 4 premières places du Tour de Corse. Pourtant, au fil des années, la concurrence s'installe, à commencer par Audi et sa fameuse Quattro, et surtout la Peugeot 205 qui commence déjà à faire parler d'elle. En 1985, la concurrence est trop lourde pour la 037 et Lancia sort du chapeau la Delta S4 à transmission intégrale. Une fois encore, la dernière née Lancia s'illustre d'entrée au rack en fin d'année.
La Delta impressionne avec un moteur atteignant 600 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3 secondes. Avec 6 titres remportés en rallye, les intégrales se retirent de la compétition en 93 et marquent ainsi la fin de l'histoire Lancia en rallye. Véritable feuilleton à rebondissement, les années 90 seront celles du déclin. Lancia est chahuté et l'originalité essence même de la marque est moribond. Les années 2000 voient l'apparition de la Thesis et de l'Ypsilon. La sportivité est mise de côté au profit de l'élégance. Mais si ces modèles rencontrent un certain succès, principalement en Italie, elles ne permettent à ce jour pas à Lancia de redorer son blason. L'horizon 2008 pourra en revanche marquer un tournant décisif avec l'arrivée sur le marché de la nouvelle Delta, histoire de poursuivre une épopée véritablement envoûtante. Hold on to people, they're slipping away. Hold on to people, they're slipping away. Hold on to people, they're slipping away. Un très très beau reportage sur ces 100 ans de la marque Lancia. Yeah, his phone was messed up for a while, but he's doing fine. Pour moi, rien n'a vraiment changé. Nous nous sommes aidés durant toute notre vie. Et pour lui, de vivre avec moi, c'est plutôt sympa. Nous soutenons l'un et l'autre, c'est génial. Ouais, c'est plutôt sympa. Je vais encourager Paul et j'assiste à certains de ses matchs. Il vient aussi me voir jouer, donc c'est pas mal. Le clan Millsap a assisté à l'éclosion rapide de Paul du deuxième tour de draft à ses débuts chez les Jazz. Et il n'y a pas si longtemps, Paul essayait de suivre le chemin de son frère aîné, la star de la famille, John. Nous avions essayé de jouer dans la même équipe à l'école quand on était gamin, mais ça ne marchait pas. Joe Mario impressionne ses coéquipiers par sa technique hors du commun et il le respecte aussi pour son énorme persévérance. C'est mon poulain, il tient une place importante dans mon cœur, il s'accroche vraiment pour réaliser son rêve. Je l'ai vu traverser toutes sortes d'épreuves pour arriver en NBA, il me fait penser au gamin que j'étais et je jouais n'importe où pour avoir une opportunité. J'étais à Albany, à New York en CBA. Moon sait d'où il vient et il l'apprécie d'autant plus. Très grosse déception pour son premier contact avec la NBA, draft 2001, il n'est pas choisi. C'était un choc, comme si j'avais reçu un coup de poignard en plein cœur. J'espérais obtenir quelque chose dans cette draft, mais je me suis accroché, j'ai continué à jouer dans différentes ligues, notamment en CBA, en ABA, en USBL, mais en fait j'ai fait pas mal de trucs. Apparu il y a déjà 8 ans sous l'appellation 3200 GT, le coupé Maserati a depuis enfilé sa combinaison et son casque pour nous revenir dans une version plus extrême, dénommée Grand Sport. Très agressif dans son look, notre Italienne a heureusement conservé sa classe légendaire, même si ici certains détails typés course font leur apparition. La face avant reste la même, et seul un œil averti vous fera remarquer que la calandre retroque ses fentes horizontales pour un grillage entièrement en aluminium. Et puis juste en dessous, prend place une lame de spoiler en carbone. De profil, cette auto conserve le même sex appeal, le galbe des ailes est toujours aussi évocateur. Les différences par rapport au modèle de série existent cependant. Le design des jantes change, on passe d'un dessin à 7 bâtons à un modèle à 5 tridents, et puis la taille change aussi de 18 à 19 pouces. Enfin, un bas de caisse fait son apparition en partie basse. Mais c'est vu de 3 quarts arrière que cette Grand Sport est peut-être le plus à son avantage. Seul bémol toutefois, la disparition en bas de pavillon de l'emblème de la marque. Sinon, pas de grande révolution à l'arrière, si ce n'est un spoiler avec là aussi une calandre grillagée et l'ajout en partie haute d'un très discret béquet en carbone. Véritable fil rouge de la Grand Sport, le carbone est également présent à l'intérieur. C'est bien simple, il y en a partout. Des sièges baquets à la console centrale, en passant par les palettes au volant de la boîte robotisée Cambio Corsa. L'aluminium, le cuir et l'alcantara ont également élu domicile, et au final cet intérieur mêle sportivité, exclusivité et élégance.